Bienvenue dans ce nouveau numéro de Défense, une émission consacrée cette semaine à un acte de bravoure des policiers des gardes frontières, mais surtout à la place des femmes. Dans les unités d'élite, elles sont désormais autorisées à être en première ligne au sein des prestigieux commandos britanniques SAS. On posera la question à une ancienne soldate israélienne de l'unité d'élite canine Hawkets. En attendant, c'est le Flash Actu Défense de Myri Maman. Bonsoir Myri. Bonjour Mathias, 480 attaques palestiniennes déjouées en Cisjordanie cette année. Cela fait un attentat déjoué toutes les 15 heures. Le chef du renseignement intérieur israélien a dressé mardi le bilan des opérations des forces de sécurité. Autre chiffre tout aussi impressionnant, 219 cellules du Hamas démantelées et 590 terroristes isolés interpellés. Nadav Argaman a également abordé la situation à Gaza. Selon lui, depuis le 30 mars dernier, elle n'a jamais été aussi instable. Mais il l'affirme, le Hamas n'est pas intéressé par un nouveau conflit. Les raids de Tsahal en Syrie ne résoudront pas les problèmes sécuritaires d'Israël. La déclaration est signée du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui ajoute que ces opérations ne feront qu'augmenter les tensions. Un message clair à l'adresse d'Israël. Il faut cesser les raids aériens contre les positions iraniennes en Syrie. Jérusalem maintient pour sa part que l'armée israélienne continuera d'intervenir pour assurer la sécurité du pays. Un bras de fer qui n'est donc pas prêt de se terminer, sans compter que la rencontre entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine à Paris le 11 novembre a été annulée. On termine par ces images qui ne sont pas sans rapport avec l'information précédente. Des avions de chasse israéliens dans le ciel grec. L'exercice entre les deux armées simule des attaques aériennes de cibles déterminées au sol, mais l'objectif le plus important, apprendre à éviter les missiles sol-air, air-sol, essentiel pour Tsahal, qui apprend ainsi à contrer la défense aérienne syrienne, désormais composée de systèmes antimissiles russes S-300. C'est bien la preuve qu'Israël compte poursuivre ses raids en Syrie. Pas sûr que cela plaise au Kremlin. Voilà, je vous laisse, Mathias, en compagnie de vos invités. Merci Myri. Et ils ne se considèrent pas comme des héros. Vous allez le voir, ces combattants des gardes frontières ont pourtant défié un terroriste qui leur a tiré à bout portant avec son pistolet. Un acte de bravoure récompensé par la prestigieuse médaille du mérite. Nous sommes allés à leur rencontre et nous allons en parler justement juste après avec le porte-parole international de la police. 24 mai 2018, 2h30 du matin. Un terroriste prend position à 20-30 mètres de ce checkpoint au sud de Jérusalem. Il dégaine entre 13 et 15 balles. Aucune d'entre elles ne touche leur cible. Il suffit de se rapprocher des impacts pour comprendre que le pire a été évité. Ce que vous voyez ici, c'est l'impact de la balle tirée par le terroriste qui a terminé sa route sur ce bloc de béton. Un revolver qui a fait ça? Oui, un revolver. Donc si la balle a causé ce trou, que se serait-il passé si elle avait atteint un soldat? Il n'aurait pas survécu. C'est une chance que nos officiers aient été derrière un bloc de béton. C'est la raison pour laquelle la balle a touché cette pierre et pas nos officiers. Une intention claire donc, selon le commandant Zohar, de tuer ou de blesser grièvement ses cibles. Une fois après avoir vidé son chargeur, le terroriste prend la fuite, à pied, dans les rues étroites du village palestinien de Al-Hader. Zohar est au poste de contrôle à 5 minutes du checkpoint. Alertés aussi, ces 3 policiers décident de le pourchasser, parviennent à le rattraper en quelques secondes avant que tout s'emballe. Awad se rappelle des moindres détails. L'homme se tient là devant moi, habillé tout en noir. Il portait une capuche. Je vais pour ouvrir la porte, mais il sort son revolver et me met en joue. Il tire pendant que je ferme la porte. Heureusement que la voiture est blindée. Si elle ne l'était pas, je l'aurais reçu en pleine tête. On décide alors de se protéger dans la voiture blindée et d'essayer de le renverser. Il décide alors de nous reconstituer la scène. Un tour, puis 2. Des manœuvres difficiles dans un petit périmètre. Le terroriste cherche à éviter le véhicule tout en continuant à vider son chargeur, jusqu'à ce qu'il parvienne à le percuter. Il nous tire dessus. Je comprends que j'ai quelques secondes pour prendre la décision. Je dois aller vite. Je dois neutraliser la menace. Quand il voit que j'ai terminé mes tours et que j'avance vers lui, il continue de tirer dans tous les sens. On essaye de le bloquer. Le Palestinien perd alors son arme dans le choc. C'est là qu'intervient le sergent Daniel Perry. J'ai ramassé l'arme qui était au sol et je me suis aperçu que des voitures commençaient à s'approcher de moi.
J'ai pensé tout de suite à la possibilité d'une attaque à la voiture bélier ou que quelqu'un se saisisse de l'arme. Je me suis agenouillée et j'ai vite mis l'arme dans le véhicule blindé et je me protégeais. Le terroriste, pendant ce temps, saute ce muret et profite de l'obscurité pour se cacher. À ce moment-là, les deux policiers ne savent pas que le Palestinien n'a pas d'autre revolver, mais cache un couteau. On n'a plus qu'un seul objectif. Avec sa mère, on saute de l'autre côté et on le sait. On ne revient pas sans le terroriste. Mais quand vous prenez cette décision et que vous vous approchez du mur, vous ne savez pas s'il est encore armé. Rien. On ne sait même pas ce qui nous attend. S'il a un complice, s'il est seul, s'il a un autre revolver. On ne sait rien. Mais nous n'avons qu'un seul objectif, c'est l'arrêter. Pas question toutefois d'être considérés comme des héros. Je pense que nous remplissons uniquement notre rôle. On ne fait que notre job, pas davantage ce qui nous incombe. L'incident ne sort pas de ma tête, mais la vie reprend son cours. Ces combattants des gardes-frontières pourront désormais accrocher sur leur uniforme la prestigieuse médaille du mérite délivrée par le chef de la police. Une cérémonie au cours de laquelle le président en personne a tenu à saluer leur acte de bravoure. Ces médailles du mérite n'ont pas été attribuées pour rien. Vous l'avez mérité, parfois en risquant votre propre vie. 7 héros, hommes et femmes, reçoivent d'ailleurs cette médaille à titre posthume et d'autres ont été grièvement blessés et sont toujours en convalescence. Le terroriste, lui, a été inculpé pour tentative d'assassinat. Il était drogué et sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. Mickaël Rosenfeld, bonsoir, vous êtes le porte-parole international de la police israélienne. Avant de revenir sur cet acte de bravoure, j'aimerais vous poser la question concernant la chasse à l'homme. Après le terroriste de Barkhane, il n'y a pas que l'armée qui est concernée, mais également la police israélienne. Dans le cas de cette attaque spécifiquement qui s'est passée il y a plusieurs semaines, il y a une investigation, il y a une enquête qui est en cours pour trouver ces terroristes. Bien évidemment, nous sommes particulièrement impliqués dans cette attaque qui s'est déroulée à l'intérieur du bâtiment et qui ensuite, où le terroriste a ensuite parti, entre guillemets, dans la nature, et nous continuons avec cette enquête et nous ne pouvons divulguer les résultats de cette enquête pour l'instant. Alors revenons sur cet acte de bravoure. Dans ce reportage, comment vous expliquez finalement d'abord que ces gardes-frontières ne pensent pas au risque et vont droit au but, quitte à risquer leur vie? Les officiers de police sont entraînés pour faire face à ce genre de situation. Des scènes de terrorisme qui sont particulièrement risquées et ils sont entraînés. Ils savent comment répondre à chacun des types de ces attaques terroristes, différents scénarios, différentes réponses. Il y a même des officiers féminins. Ils y répondent en une fraction de seconde, comme nous l'avons vu dans tellement d'attaques terroristes qui se sont déroulées dans les dernières années, dans la région de Judée-Samarie, Jérusalem, et c'est un exemple particulièrement intéressant, fantastique, de voir comment ces officiers arrivent à rentrer en contact avec ces terroristes et solutionner une situation. Lorsque votre vie est en danger, il est peut-être nécessaire de tirer et de neutraliser le terroriste. Moi, ce qui m'a surpris en faisant ce reportage, c'est le fait qu'ils soient particulièrement modestes, comme si ils ne se considéraient jamais comme des héros. C'est assez bizarre. Ça fait partie de leur travail au jour le jour de protéger l'État d'Israël, de protéger la société israélienne et d'éviter la prochaine attaque terroriste. La police des frontières doit être prête pour la prochaine attaque qui aura peut-être pièce. Parce que la réalité ici, c'est qu'il y a une menace permanente et nous sommes responsables d'anticiper et d'éviter ces attaques. Alors, vous parlez des attaques qui ont été commises. 480, c'est le nombre d'attaques qui ont été évitées par le Shabak, le service intérieur. Est-ce que également la police et la police des frontières jouent un rôle dans la prévention de ces attaques? Ça fait partie de leur activité au jour le jour.
des unités intégrées, contre-terrorisme, Yamam. Toutes ces unités travaillent dans des régions qui sont différentes pour identifier précisément les menaces et intervenir. Vous avez bien vu que la situation est particulièrement calme ici en Israël, due justement à ces opérations aux frontières. Merci, Miki Rosenfeld, d'avoir été avec nous concernant justement tout le travail, ce travail harassant quotidien de la police et des gardes frontières. Merci d'avoir été dans notre émission Défense. Allez, on change diamétralement de sujet et on ouvre un large dossier consacré aux femmes dans les unités d'élite d'armée occidentale. Et on commence ce tour du monde par la Grande-Bretagne. Océane Nicole. En Grande-Bretagne, les femmes viennent de gagner une bataille. Elles sont désormais autorisées à intégrer les forces d'élite de l'armée de Sa Majesté et de les servir en première ligne, à savoir les SAS, Service Spécial des Airs, et les Royal Marines, les deux derniers bastions qui leur étaient encore fermés. Ce sont des postes prestigieux puisque la spécialité de ces unités, c'est la prise d'otages, les opérations à l'étranger, les opérations anti-terroristes. Alors la mixité y est maintenant respectée puisque les conditions de sélection ne vont pas être assouplies pour les femmes. Elles seront totalement identiques à celles des hommes et les femmes désireuses de rejoindre ces unités spéciales peuvent d'ores et déjà poser leur candidature et si elles sont acceptées, leur formation pourra commencer dès le mois d'avril. C'est l'ancien Premier ministre britannique David Cameron qui avait lancé le mouvement depuis 2016. En effet, le Royaume-Uni a élargi l'accès des femmes à des rôles de combat au sein de son armée. Certains parlent même de révolution puisque les femmes n'avaient jamais été déployées en première ligne dans des zones dites à risque comme en Afghanistan et en Irak par exemple, où elles occupaient généralement des missions de médecins, de pilotes d'hélicoptères ou encore des postes d'ingénieurs. Le Royaume-Uni est ainsi le dernier pays dans le monde occidental à ouvrir cet accès aux femmes. Et les États-Unis avaient aussi lancé le mouvement en autorisant les femmes à intégrer l'élite très fermée des Navy Seals et deux d'entre elles vont maintenant pouvoir participer aux entraînements puisqu'elles ont réussi l'examen d'entrée. La France veut elle aussi suivre l'exemple. Florence Parly, la ministre française des Armées, a annoncé vouloir élaborer un plan pour faire progresser la mixité homme-femme et la lutte contre le sexisme au sein de l'armée française. Et à noter que c'est la 4e armée la plus féminisée au monde. Merci Océane. Alors, Lorraine Anderson, vous êtes aux États-Unis. Bonsoir. Vous avez servi pendant plus de 25 ans au FBI, aux États-Unis et dans le monde. Et vous êtes surtout la première femme à avoir intégré la fameuse SWAT Team, l'unité d'intervention spéciale du FBI. Est-ce que pour vous, ça y est, les femmes prennent le pouvoir ? Je suis totalement d'accord. Merci beaucoup de me recevoir dans votre émission et je partage votre avis. Ce sont les femmes qui dirigent le monde. Plus sérieusement, que vous inspire cette décision de permettre aux femmes d'être en première ligne aux côtés des hommes dans les fameux SAS, les SEALs, et comme vous, dans les SWAT teams? Oui, je suis l'une des premières femmes à avoir fait partie d'une équipe d'intervention au FBI. Ça a été une expérience formidable, mais le fait d'être l'une des premières femmes ne changeait rien. Et je peux vous garantir que pour toutes les femmes qui postulaient pour les unités spéciales d'intervention et les écoles militaires, c'était un véritable défi d'être la première à accomplir quelque chose. Cela représentait un niveau supérieur, mais je suis intimement convaincue que les femmes sont capables d'occuper ces fonctions. Bien sûr, toutes les femmes ne peuvent pas le faire, mais c'est la même chose pour les hommes. Mais aujourd'hui, nous avons des exemples de femmes qui accomplissent ces missions. Par exemple, en 2014, la toute première unité de forces spéciales exclusivement composée de femmes a vu le jour en Norvège et ses combattantes ont été envoyées en Afghanistan. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit une chose très importante. En termes d'exigence et d'entraînement, il faut s'en tenir aux critères et ne pas confondre avec le fait de mettre la barre plus haut, car ce sont deux choses différentes. En Norvège, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les unités spéciales ont le même entraînement. Courir 6 km avec 27 kg sur le dos, à la différence près que les hommes doivent accomplir cette épreuve en 49 minutes versus 52 pour les femmes. Personnellement, je trouve que c'est un très bon exemple d'exigence, mais qui permet aussi bien aux hommes qu'aux femmes de donner le meilleur d'eux-mêmes. La question est de savoir, Lorraine, si les états-majors sont prêts à ce que des femmes soient tuées au cours d'opérations complexes dans les zones à risque.
En réalité, personne ne veut voir des membres de ces forces militaires tués, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes et peu importe leur fonction. Personnellement, au cours de ma carrière au FBI, j'ai été vraiment en première ligne et j'ai donc été exposée à davantage de risques. Mais c'était un choix que j'avais fait. Et si je pouvais me conformer aux normes, ce que j'ai fait, et suivre le même niveau d'entraînement, c'était mon choix. Et c'était le choix de toutes ces femmes qui ont elles aussi suivi cette voie dans les unités spéciales d'intervention, dans les entraînements pour intégrer des équipes SEAL et les écoles militaires. Je pense que ce n'est pas agréable. Personne ne veut voir des personnes tuées, que ce soit des hommes ou des femmes. On a vu assez de tortures atroces en Irak et en Afghanistan par le passé. Je lisais dans la presse que les femmes, d'un point de vue moral, prenaient plus de précautions avant d'appuyer sur la gâchette. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Sans aucun doute, on ne choisit pas une carrière. Avant tout, personne ne veut tuer personne. Quand on est dans la police ou dans l'armée, on ne se réveille pas le matin en pensant qu'on va tuer quelqu'un. Mais la réalité, c'est que quand on choisit de faire carrière dans la police ou dans l'armée, on le fait en ayant conscience qu'on pourra peut-être être amené à ôter la vie de quelqu'un. Il faut réussir à l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas et que cela représente une difficulté pour vous, et croyez-moi, je connais des femmes et des hommes pour qui c'était un problème, alors peut-être que ce n'est pas le métier qui vous correspond. Encore une fois, personne ne veut tuer personne, mais si la situation l'exige, les femmes en sont capables aussi bien que les hommes. Comment ont réagi vos collègues justement au moment où vous avez été reçu dans les SWAT du FBI? That's a great question. I would have to say there was initially some apprehension. C'est une question intéressante. Je dois dire qu'au début, j'appréhendais un peu. Mais quand j'ai accompli mon premier entraînement, ils ont vu comment je me comportais et se sont rendus compte que je pouvais faire exactement la même chose qu'eux. La majorité d'entre eux s'y attendaient, mais il y en a qui n'y croyaient pas. Et je dois dire que mes collègues femmes m'ont témoigné beaucoup de soutien et m'ont beaucoup encouragée. En fait, l'un des nouveaux membres de l'équipe qui est arrivé en même temps que moi était aussi une femme. Donc ça nous a vraiment mis à part. Nous avions des collègues hommes qui n'avaient pas réussi à intégrer l'équipe. Donc c'est vrai que nous avons rencontré quelques difficultés, mais nous n'avons pas été confrontés à trop d'animosité. Et je pense que l'une des choses qui m'a le plus surprise, c'est quand je suis d'abord arrivée au bureau du conseiller dans l'État du Milwaukee, au FBI. J'avais des collègues qui pensaient que je ne pouvais pas réussir. Par exemple, un jour, je suis allée en mission pour procéder à une arrestation dans le cadre d'une affaire de drogue et de crime organisé. J'étais en binôme avec un homme plus âgé que moi qui s'est radouci et a arrêté de se moquer de moi. Alors que nous étions assis, que nous attendions de procéder à l'arrestation, il m'a dit « Ok Miss Swat, tu peux y aller et défoncer cette porte ». Je l'ai regardé et je lui ai dit que je n'aurais pas besoin de défoncer la porte car je ferai en sorte que la personne derrière l'ouvre d'elle-même. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés, c'était une femme, j'ai toqué à la porte, j'ai inventé un faux nom et j'ai dit que j'étais la voisine du dessus, que j'avais retrouvé par erreur un courrier qui lui était destiné dans ma boîte aux lettres et nous sommes rentrés chez elle. Il n'y avait aucune raison de défoncer la porte. Nous avons pénétré dans l'appartement et nous nous sommes retrouvés avec des gens qui braquaient leurs armes sur nous. C'était une situation vraiment très difficile, mais nous l'avons surmontée. Et je pense que c'est un élément important quand on parle des femmes dans ce milieu. Nous les femmes, nous avons parfois d'autres solutions alternatives dans ce genre de situation qui nous permettent de moins avoir recours à la force. De la même manière, j'ai eu une très belle surprise quand j'ai été mutée de Milwaukee à New York. Mon nouveau chef, qui était le responsable du bureau ici, m'a parlé d'intégrer l'unité d'intervention de New York. Au début, j'ai cru qu'il se moquait de moi, mais il m'a dit qu'il était très sérieux, qu'il avait de très bons échos de mon travail à Milwaukee et que je devais envisager d'intégrer l'unité d'intervention à New York. Ça a été une surprise extraordinaire. Alors de Milwaukee à New York, mais également en Israël. Vous avez travaillé en Israël. Quel était le regard de vos homologues israéliens justement? Vous savez, ça ne m'a jamais dérangée. J'ai toujours été à l'aise avec les hommes depuis toute petite. Je pense que c'est dû à mon éducation. C'est un environnement dans lequel je me sens bien et dans lequel j'ai passé 30 ans. Donc travailler en Israël comme je l'ai fait en 2001 pendant quelques mois a été une très bonne expérience pour moi. Ça ne m'a pas semblé difficile.
Pour être tout à fait honnête, le vrai défi pour moi était quand on m'a muté à Paris et que j'ai dû apprendre le français. Les Français étaient d'excellents coéquipiers, mais ils faisaient souvent des remarques en français. Et avant que je ne sois parfaitement à l'aise avec la langue, c'était vraiment difficile pour moi. Bien plus difficile que d'être entouré d'hommes, parce que ça ne me posait pas de problème. Dernière question, Lauren Anderson, vous avez aussi servi dans des pays musulmans et c'est assez intéressant. Comment s'est déroulée justement la coopération avec vos confrères sur place au quotidien? First of all, I was treated extremely well. I couldn't have been more welcomed. Tout d'abord, j'ai été extrêmement bien traitée. Je n'aurais pas pu recevoir d'accueil plus chaleureux. En même temps, je les respectais et je sais aujourd'hui que c'est le FBI qui m'a ouvert ses portes. Et le fait que j'ai ces qualifications a immédiatement imposé le respect. Mais à part ça, c'était à moi de faire mes preuves, de montrer mon expérience, mon expertise. J'ai dû leur prouver que je pouvais faire mon travail avec efficacité. Un autre élément clé, et ça je l'ai vérifié dans tous les pays où j'ai travaillé, c'était de savoir si je tenais mes promesses. Est-ce que j'avais mis la barre trop haut? Est-ce que je remplissais le contrat? In 2003, I was in Marrakech for a conference. Et c'est ça qui faisait que je réussissais. Je peux vous donner un exemple qui illustre parfaitement cela. En 2003, j'étais à Marrakech pour une conférence. Nous y sommes restés quelques jours. Nous avons eu des réunions de routine avec la Direction générale de la sécurité nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire. Le dernier soir, avant mon retour à Paris, des attentats ont eu lieu à Casablanca. C'était en mai 2003. Au début, on ne savait rien, ni sur les kamikazes, ni sur les victimes. Et je crois que j'étais la seule personne du FBI à être sur place à ce moment. Donc il n'y avait que moi qui pouvais fournir l'aide que le FBI pouvait apporter. Quand il y a un attentat terroriste, des kamikazes, de nombreuses victimes comme c'était le cas, c'est la situation la plus tendue, la plus éprouvante qu'on puisse imaginer. Mais je pense que la discussion que j'ai eue avec l'un de mes collègues marocains illustre parfaitement cela. Je l'ai donc appelé, je lui ai dit que j'étais encore sur place et que nous allions travailler ensemble sur ces attentats. Il m'a répondu « Ok ». La semaine dernière, c'était la théorie, cette semaine, ce sera la pratique, on y va. Et nous avons travaillé ensemble comme des collègues. Le fait que l'un soit un homme et l'autre une femme, que l'un soit musulman et l'autre pas, n'a rien changé. Nous n'y pensions pas, nous étions concentrés sur notre mission. Et cet aspect, je l'ai retrouvé dans tous les pays où j'ai travaillé tout au long de mes 30 ans de carrière au FBI. And truly I found that in every country that I have worked in over the course of my nearly 30-year career with the FBI and since that time. Merci beaucoup Lauren Anderson d'avoir été avec nous dans cette émission. Je vous rappelle que vous êtes la première femme à avoir intégré ces fameuses unités prestigieuses du SWAT Team, unités d'intervention du FBI. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir de participer à votre émission. Eliorlis, merci d'être avec nous. Alors logistiquement, nous avons interviewé pour des raisons d'horaire l'interview que vous avez juste vue juste avant depuis New York, puisque c'est plus ou moins, il y a un gros décalage entre les deux pays. Vous avez été, vous, soldate de l'unité Hawkets, l'unité d'élite de cette unité canine Hawkets. D'abord, c'est quoi cette unité Hawkets? Alors, l'unité qu'on appelle Hawkets, c'est en fait l'unité de K9 Unit. C'est une unité combattante de maître chien qui est ouverte aux hommes et aux femmes. La durée du service est pareille pour les hommes et les femmes. Pourquoi on appelle cela une unité d'élite? D'ailleurs, on vous voit derrière quelques années plus tôt avec votre chien. Une relation particulièrement d'ailleurs forte, on le voit. La particularité, c'est d'être une unité d'élite, c'est-à-dire... Alors, une unité d'élite, en fait, se caractérise aussi par la formation qu'on va avoir. La formation est très très longue. Pour les hommes, elle est un peu plus longue que les femmes. La formation est faite séparément, mais le niveau de combat, je dirais, et de formation pour être maître chien est beaucoup plus longue et beaucoup plus intense. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle, en fait, une unité d'élite. C'est-à-dire que vous êtes amené à opérer n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel endroit, exactement comme les hommes? Pas tout à fait. Il y a encore des régions où il faut soit les femmes n'entrent pas, ou alors il faut une permission spéciale qui vient d'un degré plus haut dans l'armée. Donc pas tout n'est ouvert encore aux femmes. Mais j'ai vu d'ailleurs dans la presse que vous étiez, et moi-même je l'ai vécu, je voyais des femmes responsables d'unités canines avec des douves d'Evan, c'est-à-dire l'unité d'infiltrés, que ce soit à Naplouse, Jenin, donc c'est particulièrement intense. Oui, c'est très intense, ça veut dire qu'on est formé séparément, notre formation est séparée pendant environ 1 an, mais le résultat est que nous pouvons joindre des unités d'hommes, comme Douve d'Evan et comme d'autres unités, en tant que coéquipiers égales.
Quel était leur regard, justement? Alors, en général, quand on vient, ils s'attendent à voir une combattante, donc baraquée, avec tous les préjugés qu'ils ont sur les femmes combattantes. Et puis alors, ils arrivent. Alors, en général, ils ont beaucoup d'appréciation, ils ont beaucoup de... ils valorisent énormément la personne qui arrive. J'ai compris. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, on le disait avec New York, il y a des femmes dans les SWAT, il y a des femmes dans les SEALs, dans les SAS. Pourquoi il n'y a pas de femmes, selon vous, dans les fameuses unités de MATCAL, par exemple, la prestigieuse unité des commandos terrestres? Alors, il faut savoir que c'est vrai que les femmes en ce moment sont intégrées dans des unités combattantes au niveau le plus bas combattant, c'est-à-dire 03, FS Chaloche. Les femmes n'intègrent pas encore des unités qui sont mixtes pour les hommes et les femmes, et il y a plusieurs raisons pour ça. Ça, c'est mon opinion personnelle. Une des raisons, c'est qu'il faut savoir qu'en 2013, il y a eu 6 fois plus de... on va dire, réclament contre l'armée à cause de dommages physiques venant des femmes plutôt que des hommes. Maintenant, ma question, c'est si on les intégrait, parce qu'il y a des demandes qui viennent de la population de vouloir intégrer vraiment des unités au niveau plutôt 0,5, même 0,6 et encore plus, donc les unités encore plus d'élite comme MATCAL ou Chaldag, etc. Ma question, c'est est-ce que, au niveau physique, les femmes tiendront ou pas? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu tenir l'entraînement de ces hommes? Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'à que... je préfère essayer et voir si je peux. Mais je pense que la question aussi, ce n'est pas une question de valeur, mais une question plutôt pragmatique. Ça veut dire, est-ce qu'on est prêt à ce que l'armée de défense d'Israël baisse quelque part son niveau d'unité d'élite, son niveau de combat, pour intégrer les femmes, donc pour être dans ce débat qu'on appelle le débat féministe, intégrer les femmes à même valeur que les hommes? C'est une question. Est-ce que ce n'est pas épuisant, ça sera ma dernière question, et on me l'a dit hors antenne, de vouloir toujours, et on m'a dit que les femmes cherchaient toujours à vouloir faire plus, c'est-à-dire prouver à leurs collègues hommes qu'elles étaient également capables de réaliser les mêmes efforts. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que ce n'est pas épuisant, surtout moralement? Je suis d'accord. Je pense que c'est épuisant moralement, mais je pense aussi que les femmes ont une grande volonté pour arriver à ce genre de niveau de combat. Et il y en a qui sont prêtes à le faire. Ça peut être épuisant moralement, mais il y en a qui le veulent. La question est, est-ce qu'on devrait leur donner ou pas? Merci, Adi Orlis, d'avoir été avec moi dans cette émission Défense. Découvrir cette prestigieuse unité de Hawkettes K9, unité canine. Voilà, cette émission est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine, donc même heure, même endroit. L'actualité continue sur i24 News. Merci à vous.